est ouverte. Mes chers collègues, nous reprenons les auditions de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre. Nous allons tenir 4 auditions successives aujourd'hui consacrées au groupe Canal+, afin d'interroger ce matin ces dirigeants, bien sûr, à la fois de la tête du groupe. Nous aurons ensuite une séquence spécifique à l'information avec CNews. Nous aurons ensuite une séquence C8 Sista et une séquence ensuite avec les chaînes payantes pour conclure la journée. Ce qui nous permettra d'avoir les travaux les plus complets possibles puisque nous avons des thèmes et des questions différentes selon l'ensemble de ces chaînes et de ces thèmes. À la suite de la demande de reconduction de Canal+ pour une durée limitée à 18 mois, 7 autorisations d'émettre arriveront à échéance entre le 28 février et le 31 août 2025. D'ailleurs, chers collègues, vous avez pu noter que l'Arcom avait ouvert les renouvellements des chaînes. Pour cette première audition, je souhaite la bienvenue aux dirigeants du groupe Canal+, Monsieur Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, bienvenue. Monsieur Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes. Bienvenue, M. Viret. Et Mme Laetitia Ménassé, secrétaire générale du groupe Canal+. Bienvenue également, mesdames, messieurs. Je vous remercie de prendre ce temps pour répondre à notre invitation. Je souhaiterais rapidement revenir sur l'historique et la place de Canal+ dans notre secteur audiovisuel. Rappeler que le groupe Canal+ a toujours occupé une part à part dans le paysage audiovisuel français. C'est d'ailleurs sa création, la première concession au monopole de l'État sur la télévision, il faut le redire. Et vous avez donc incarné la libéralisation de cette télévision française, avec une grande intuition historique qui était de comprendre qu'il fallait que les programmes soient portés par des personnalités puissantes qui s'ancrent dans l'esprit des Français. Pour en citer que quelques-unes, Coluche, de Chavannes, de Caunes, Gilda, Chabat, Denisot. Et je pense qu'ici, nous avons tous, observateurs puis acteurs de la vie politique, en mémoire les célèbres guignols de l'info qui ont pu rythmer nos premières observations politiques, avec bien sûr au cœur de votre fameux esprit canal, l'autodérision importante au secteur. Par ailleurs, le groupe est français, mais il investit massivement à l'international, et notamment en Europe, Espagne, Italie, Pologne, Belgique, Danemark, Suède et Finlande notamment. Rien ne semble effectivement arrêter cette progression. Il faut aussi rappeler que l'arrivée de la chaîne a permis de donner un nouveau souffle au monde du cinéma. Et l'administrateur du Centre national du cinéma, de l'image animée que je suis, est obligé de le rappeler également, notamment à travers l'autorisation donnée à sa création de diffuser 50% de films. Nous sommes tous attachés dans cette commission à la pérennité de notre modèle en matière de financement et de diffusion des œuvres. Nous avons d'ailleurs organisé une table ronde sur la production audiovisuelle en ce sens. Canal+ lance également dès janvier 1987 sa propre filiale de production, appelée aujourd'hui Studio Canal, qui possède l'un des plus grands catalogues de films au monde. En 2022, sous l'égide de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, un nouvel accord sur la chronologie des médias a été signé. Il permet de diffuser plus rapidement les films après leur sortie de cinéma sur les plateformes de streaming comme Canal+. Cet accord permet à la fois de préserver la diversité de la production, le modèle industriel des salles de cinéma, les chaînes qui financent la production, et de montrer que nous sommes collectivement en capacité de s'accorder pour ne pas favoriser les règles, puisque je rappelle que cette chronologie des médias est considéré du régime contractuel sous l'égide du CNC. Bien sûr, rappeler l'investissement extrêmement important de Canal+ sur le cinéma, plus de 200 millions d'euros par an, et aussi la possibilité d'avoir des émergences comme la grande réalisatrice Justine Triet, que vous avez accompagnée pendant près de 15 ans jusqu'au magnifique film Anatomie d'une chute. Canal+ a également été parmi les premiers éditeurs de programmes à faire le choix de la TNT, à un moment où ce choix n'était pas forcément évident pour tous. C'est un choix qui a été payant, qui a été une réussite collective pour la TNT, et nous y reviendrons au cours de cette table ronde. Il était donc extrêmement important qu'on ait cette séquence et qu'on prenne le temps de décortiquer, de découper, on va dire, les différents thèmes et différentes thématiques et compositions de votre groupe. Je vais, pour redonner un petit peu les règles de cette table ronde, et je le ferai en tout cas de cette audition, et je le referai sur les auditions suivantes, rappeler que vous aurez la possibilité donc d'avoir un propos liminaire. Donc c'est un propos liminaire par audition, bien sûr présentation des autres personnes présentes à l'audition rapide. J'aurai ensuite la possibilité éventuellement de poser des premières questions. On aura encore un temps pour monsieur le rapporteur. Ce seront ces 20 premières minutes pour sa première série de questions. Nous donnerons ensuite la parole en priorité aux députés membres de la commission d'enquête pour 3 minutes fractionnables en 2 parties, si vous le souhaitez, 2 parties qui doivent se suivre, c'est-à-dire questions-réponses,
questions, réactions et à nouveau réponses. On rappelle que c'est du tac au tac pour les réponses. Pour les députés non membres de la commission qui passeront après les députés membres de la commission, ce sera 2 minutes également fractionnables. Je rappelle que ces règles ont été adoptées à l'unanimité par le bureau de la commission, c'est-à-dire l'ensemble des groupes qui composent cette commission d'enquête. Nous aurons ensuite la possibilité de donner à monsieur le rapporteur à nouveau la parole pour 20 à 30 minutes selon le temps total de l'audition, qu'elle soit de 2 heures ou de 3 heures. Je rappelle que celle-ci est de 2 heures strict maximum. Je vous remercie également de déclarer tout autre intérêt public ou privé nature à influencer vos déclarations. Et dans un souci de transparence, j'invite, mais c'est leur souhait bien sûr, les députés présents et qui poseraient des questions à rappeler éventuellement le passé qu'ils ont pu avoir dans l'audiovisuel, qu'il soit public ou privé. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Monsieur Saada, Monsieur le Président, je vous donne la parole pour le propos liminaire. Monsieur le Président, merci pour cette introduction. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, messieurs les administrateurs. Vous avez souhaité entendre aujourd'hui le groupe Canal+. Pour cette première audition, je suis accompagné de Laetitia Ménassé, secrétaire générale du groupe, et de Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France, en charge des programmes et des antennes. Je m'exprime devant vous aujourd'hui en tant que président du directoire du groupe Canal+, groupe que j'ai intégré il y a 20 ans. À ce titre, j'ai la responsabilité de l'ensemble de ses activités en France et à l'international. Je suis également président directeur général de Dailymotion, président de l'Olympia, vice-président du groupe Lagardère et membre du directoire de Vivendi, notre maison mère. Votre commission d'enquête s'intéresse à nos activités nationales d'édition sur la TNT. Je vais, si vous le permettez, d'abord les replacer dans le cadre du projet global de notre groupe. Avec 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une présence dans plus de 50 pays, le groupe Canal+ est aujourd'hui le premier groupe de télévision en Europe. Il se déploie sur 3 activités principales. La télévision payante, dont la principale source de revenus est l'abonnement. La télévision gratuite, en France et à l'international, qui tire ses revenus de la publicité. Et enfin, la production et la distribution de films et de séries via Studio Canal. Au cours des dernières années, le marché de la télévision a profondément changé. Nous sommes passés d'une compétition locale à une compétition mondiale, Internet ayant offert la possibilité à de nouveaux opérateurs, essentiellement américains, d'investir massivement dans des contenus, essentiellement américains, et d'amortir leurs coûts sur une base d'abonnés mondiale qui n'a cessé de croître. Netflix d'abord, puis Amazon avec Prime Video, bientôt suivi des studios hollywoodiens Disney avec Disney+, Paramount avec Paramount+, Universal avec Peacock et Warner avec HBO Max, des mastodontes se sont créés en affichant pour certains des parcs de plusieurs centaines de millions d'abonnés. 260 millions pour Netflix, désormais présent dans 190 pays. Pour faire face à ces nouveaux géants, le groupe Canal+ a dû se réinventer et s'est totalement transformé en quelques années. Premier pilier de cette transformation, le redressement économique. En France, en 2016, les chaînes Canal+ perdaient près de 400 millions d'euros par an et les chaînes gratuites, plus de 60 millions d'euros par an. Si nous restons aujourd'hui déficitaires en France, un plan d'économie de près de 1,5 milliard d'euros, accompagné de la sécurisation de nouveaux droits en sport et en cinéma, et d'une refonte complète de nos offres commerciales, nous ont permis de renouer avec une trajectoire économique positive. Second pilier, l'accélération de la digitalisation du groupe. Créée en 2013, notre plateforme propriétaire française MyCanal, qui porte plus de 2000 chaînes dans le monde, s'est développée pour atteindre les meilleurs standards du marché et nous l'avons déployée dans plus de 30 pays. Avec 1 milliard d'euros d'investissement annuel dans la technologie et plus de 1000 ingénieurs principalement basés en France, le groupe Canal+ est devenu un acteur majeur de la technologie. Cette digitalisation a permis au groupe d'ajouter une corde à son arc et de se positionner en agrégateur de plateformes. Pourquoi ? Parce que la multiplication des plateformes a abouti à une fragmentation des offres et des droits. Là où les foyers français choisissaient historiquement entre Canal+, TPS et Numéricable, ils disposent aujourd'hui de près de 3 offres de vidéos payantes en moyenne par foyer. Une opportunité pour le groupe Canal+, qui, fort de son expérience de distribution de chaînes thématiques tierces
est devenu l'un des premiers distributeurs de plateformes dans le monde. Beansport, Netflix, HBO Max, Disney+, Paramount+, Apple TV+, nous distribuons au moins l'une de ces plateformes dans près de 15 territoires. Dernière étape de cette transformation, l'internationalisation de notre groupe, vous l'avez dit, Monsieur le Président. En 2015, le groupe Canal+ rassemblait 11 millions d'abonnés. Aujourd'hui, il en compte 26 millions dans 50 pays. Canal+ est le seul groupe média à avoir intégré le top 50 des marques françaises les plus puissantes dans le monde. Notre objectif est désormais d'atteindre à moyen terme un parc d'abonnés compris entre 50 et 100 millions pour rejoindre le top 5 mondial des acteurs de contenu. Et cette croissance passera par des prises de participation sur nos principales zones géographiques. En Europe, avec Viaplay, leader de la télévision payante dans les pays nordiques. En Asie, avec Viu, leader du streaming payant et gratuit en Asie du Sud-Est. Et en Afrique, avec la société sud-africaine MultiChoice, le leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone. Mais la compétition avec les acteurs mondiaux américains n'est pas qu'une question de taille, puisque nous partons avec un désavantage manifeste, notre marché national représentant le 5e de celui des États-Unis. Nous avons ainsi choisi de jouer nos forces et de cultiver nos différences. Le premier axe de différenciation est un investissement massif et pérenne dans les contenus locaux. Sur chacun des territoires où il intervient, Canal+ a toujours eu à cœur de découvrir et de faire grandir les talents locaux. Là où Disney, Netflix, Apple TV affichent moins de 10% de titres français dans leur catalogue, Canal+ investit massivement dans les contenus français. Canal+ est aujourd'hui, vous le savez, le premier financeur de la création cinématographique en France, puisqu'il contribue à hauteur de 200 millions d'euros par an, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, au financement du cinéma. Un montant, je le précise, supérieur à nos obligations, suite à un accord historique avec les syndicats représentant les professions du cinéma français. Pour être clair, Canal+ contribue davantage que tous les autres acteurs, chaînes gratuites et plateformes internationales réunies, plus que tous les autres réunis. Et parce que nous pensons qu'il est essentiel pour nos partenaires comme pour nous d'avoir une visibilité à long terme, nous proposons aujourd'hui de renouveler notre accord pour 5 ans et pour un montant total supérieur à 1 milliard d'euros. Canal+ est également, et c'est beaucoup moins connu, le premier financeur télé du sport en France et contribue là encore davantage que tous les autres acteurs réunis. Deuxième axe de différenciation du groupe Canal+, notre rôle dans la structuration de la filière audiovisuelle et de sa diversité. Cette diversité s'exprime autant via le nombre de sociétés partenaires que dans la typologie des films de cinéma que nous accompagnons. Pas un seul de nos concurrents ne fait travailler autant le tissu industriel créatif français. 43% des films financés par Canal+ sont des films dits de la diversité, c'est-à-dire avec un budget inférieur à 4 millions d'euros. Cela représente 25% de nos investissements, alors que notre obligation se porte à 17%. Ce sont plus de 100 sociétés de production différentes et indépendantes de Canal+ qui produisent chaque année les films que nous finançons et que nous exposons avec amour sur nos antennes. Là encore, pas un seul autre acteur ne finance autant de sociétés de production de cinéma indépendantes que Canal+. En 2023, 32% de nos préachats étaient des premiers films de jeunes réalisatrices et réalisateurs, ce qui est essentiel dans le renouvellement des talents créatifs en France. Et tout aussi important, la moitié de ces préachats ont été réalisés par des femmes. Ce chiffre était de 33% il y a 3 ans, il est de 50% donc aujourd'hui. Ça n'est pas le fruit du hasard. J'insiste sur ce dernier point de la place des femmes derrière la caméra, car il est le fruit d'une attention particulière à l'accompagnement, au financement et à l'exposition des films de réalisatrices. C'est d'ailleurs dans cet objectif que nous avons créé au sein de Studio Canal un fonds d'aide pour soutenir le développement de projets cinématographiques dirigés par des réalisatrices. Notre troisième axe de différenciation est le travail sur l'accès à la culture, en particulier pour les plus jeunes. Tous les prix de nos offres ont été divisés par 2 pour les moins de 26 ans. Nous avons intégré Canal+ au Pass Culture dès son lancement. Et enfin, parce que le cinéma est clé pour éveiller les consciences, nous avons lancé une première mondiale avec notre partenaire UGC en couplant un accès illimité aux salles de cinéma et aux chaînes Canal+ pour le tarif le plus bas possible. L'accessibilité ne se résume pas au prix. Nous allons systématiquement au-delà de nos obligations en matière de sous-titrage sourds et malentendants pour l'intégralité de nos chaînes gratuites et payantes de la TNT.
et nous avons récemment co-développé 10 titles, une police de sous-titres pour permettre aux personnes dyslexiques et aux personnes non dyslexiques de profiter ensemble d'un contenu sous-titré. De nouveau, une première mondiale. Alors, quels sont nos enjeux pour la suite et comment la TNT s'inscrit-elle dans notre projet? Pour en revenir au marché dans lequel nous évoluons, nous voyons émerger ces derniers mois des offres dites hybrides, c'est-à-dire des offres de plateformes qui mixent abonnement et publicité. Netflix, Disney, Amazon ont tous lancé ce type d'offres qui les amène à développer une compétence de régie publicitaire. Or, le groupe Canal+ possède cette expertise et ce savoir-faire de régie publicitaire depuis longtemps, expertise qui a été renforcée avec l'acquisition de chaînes gratuites de la TNT en 2016. La TNT est un moyen d'accès à la télévision important, voire essentiel. C8 est aujourd'hui la première chaîne de la TNT. CNews, la deuxième chaîne d'information, et de plus en plus souvent la première. C-Star est la seule chaîne musicale gratuite en France. Le succès de ces chaînes a permis à notre régie de s'établir comme un acteur important du paysage audiovisuel français, troisième régie publicitaire en France après celle de TF1 et de M6, et d'être retenue par des tiers tels qu'UGC, Le Grand Rex, RTL9, Oki ou encore Eurosport pour développer leurs revenus publicitaires en France. C'est là un gage ultime de la qualité de nos équipes et incontestablement un atout indispensable pour l'avenir de Canal+. Et cette expertise a vocation à se renforcer avec l'acquisition prévue de la plateforme Viu, dont le modèle s'appuie notamment sur les revenus publicitaires, et le rapprochement envisagé de Canal+ et de Dailymotion, plateforme de vidéo avec un modèle de publicité et aujourd'hui présente dans 145 pays. Mais malgré ces atouts indéniables face aux géants américains, nous n'avons pas les mêmes moyens et surtout, nous ne jouerons pas avec les mêmes règles, car la réglementation nationale est devenue un frein à l'expansion et à la rentabilité des acteurs français, bien plus régulés que ses concurrents internationaux. Si j'énonçais la liste des réglementations qui s'imposent aux acteurs français et auxquelles les acteurs internationaux échappent, il me faudrait la journée. Les plateformes américaines ont la possibilité de mutualiser leurs obligations cinéma et audiovisuel. Pas nous. Nous devons respecter un quota de diffusion de 60% d'œuvres européennes. Pas elles. En publicité, certains secteurs nous sont interdits. La durée des publicités est encadrée. Pas pour elles. La liste des événements d'importance majeure, c'est-à-dire les compétitions sportives, qui doivent être impérativement diffusées en clair, s'applique à nous. Pas à elles. Amazon aurait ainsi la possibilité d'acheter des matchs de l'équipe de France de football et de les réserver à ses abonnés payants. Impensable, mais pourtant aujourd'hui possible. Au-delà des plateformes payantes, il y a le cas des réseaux sociaux, plébiscités par toutes les tranches d'âge, et en particulier les 15-24 ans, pour lesquels la consommation de vidéos sur Internet représente aujourd'hui déjà plus de 50% du temps total de consommation vidéo, contre 24% pour la télévision. CNews, pourtant deuxième chaîne d'information en France, je le dis, ne représentait que 2,3% de l'audience de télévision en 2023. 2,3%. Combien d'audience pour Facebook, X, YouTube ou TikTok? Ces espaces échappent à toute réglementation française ou européenne, ce que je constate tous les jours en tant que président de Dailymotion et membre fondateur de l'appel de Christchurch lancé en 2019 par le président de la République française Emmanuel Macron et la première ministre néo-zélandaise, je le rappelle, suite à la diffusion d'une tuerie en direct sur un réseau social. Que les choses soient claires. J'ai le plus grand respect pour l'Arcom et pour son président, Roch-Olivier Mestre. Il n'est en rien question pour nous de nous soustraire à l'autorité de cette institution indépendante, je le rappelle, et nous ne l'avons jamais contestée. Nous nous sommes toujours efforcés de respecter nos obligations sur l'ensemble de nos chaînes, payantes ou gratuites, et nous avons accepté les rares sanctions lorsque ce n'était pas le cas. Si les méthodologies et les conventions changent, nous continuerons à nous y conformer, car il en va de notre responsabilité de premier groupe audiovisuel français et européen. De même, je tiens à exprimer le profond respect que j'ai pour le travail du législateur et la mission que vous portez ici, au sein de l'Assemblée nationale et en dehors de ces murs. Même si j'ai parfois l'impression que ce respect n'est pas mutuel. Vous avez été, monsieur le rapporteur, jusqu'à qualifier d'armée mexicaine l'ensemble des personnes qui se sont rendues et qui se rendront disponibles aujourd'hui et demain pour répondre avec sérieux à votre convocation. C'est regrettable. Vos propos, ainsi que la convocation de notre groupe pour une journée entière d'audition,
prochainement suivie de celle de messieurs Vincent Bolloré et Cyril Hanouna, quand TF1, Altice Energy Group ou M6 l'ont été pour 2 heures en moyenne, interroge sur l'impartialité de vos travaux. C'est là encore regrettable. Mon sentiment est que l'enjeu national devrait être prioritairement celui de savoir comment l'on permet à des acteurs nationaux de rivaliser avec des acteurs qui échappent aux régulations locales, plutôt que de tenter de supprimer des chaînes, comme certains ici l'ont clairement demandé, chaînes qui, de mon point de vue, contribuent au pluralisme des médias et ont démontré leur intérêt auprès du public, 2 des principaux critères d'attribution de fréquences TNT. Je vous remercie de votre écoute et je me tiens à votre disposition avec Laetitia Ménassé et Gérald Brice-Viret pour répondre à vos questions. Merci, M. Sada. Je vais juste demander à Mme Ménassé et M. Gérald Brice-Viret de nous rappeler très rapidement leur parcours, leur arrivée au sein du groupe Canal+, et les éventuelles évolutions qu'ils ont pu avoir au sein de ce groupe. Bien sûr. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs, Mesdames les députés. Je m'appelle donc Laetitia Ménassé, je suis la secrétaire générale du groupe Canal+. J'ai intégré le groupe Canal+ en 2016. Donc j'ai eu la chance de pouvoir observer de très près la transformation du groupe que Maxime vient donc de décrire. Avant cela, j'ai travaillé chez Vivendi et encore avant, j'étais avocate. J'ai sous ma responsabilité aujourd'hui les relations notamment avec l'ARCOM et je crois que c'est un enjeu de la commission d'enquête parlementaire à laquelle nous participons aujourd'hui. Et donc, je serai ravie de participer et de répondre aux questions que vous aurez à ce sujet lors de toute cette journée. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, alors, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et de présenter rapidement mon parcours. Quant à moi, mon parcours me donne une vision particulièrement large de la TNT puisque j'ai eu la chance de diriger au total 11 chaînes de la télé TNT gratuite et payante. J'ai eu aussi l'honneur de présider dès 2006 le groupement TNT qui réunissait tous les nouveaux entrants et le service public. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être directeur général du groupe Canal+, qui comporte 7 chaînes dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui sont présentes en TNT et qui au total comptabilisent plus de 35 chaînes qui sont présentes à la fois sur le câble SAT et la DSL. Je vais pouvoir également développer l'apport unique de notre groupe à la création du visuel et à la diversité de la TNT. Je suis un journaliste, j'ai commencé en radio et en télévision, dans la télévision locale. Il reste encore 42 chaînes de télévision locale sur la TNT, c'est pour ça que j'en parle. En 1995, j'ai rejoint le service public pour être directeur de la rédaction de l'émission Continentale. C'est en 1996 que s'offre ensuite à moi l'opportunité de diriger les programmes d'une nouvelle chaîne, la chaîne Voyage, dédiée à la découverte du monde dans le groupe Pathé. Le groupe Pathé, éditeur de chaîne, me confie ensuite la direction de Télé Monte Carlo, puis de Comédie de Cuisine TV de Pathé Sport, ce qui m'a permis de découvrir l'univers de la télévision payante. C'est un des sujets de ce matin. J'ai également eu l'occasion à ce titre de préparer le dossier de candidature de TMC pour une fréquence de la télévision gratuite, Télé Monte Carlo qui l'a obtenue. En 2006, je prends la direction de Énergie 12 dans le groupe Énergie. Quelques mois auparavant, nous lançons la chaîne de télévision locale Énergie Paris, avec Jérôme Guedj, qui peut être ici présent. Je deviens après le président du groupement TNT en 2006, projet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. En 2013, je suis appelé par le groupe Lagardère pour prendre la direction du pôle des chaînes de télévision en France et à l'international. J'ai eu la chance, l'honneur d'être le président de Gulli, partagé avec France Télévisions, mais aussi des antennes de Mezzo, que j'ai développées en Russie, en Asie et en Amérique du Nord. En 2015, j'ai rejoint le groupe Canal+ en tant que directeur des antennes du groupe. Et en 2022, Maxime Sahana m'a nommé directeur général de Canal+ France, en charge des contenus et des antennes de nos 35 chaînes. Merci. Merci, Madame, merci, Messieurs. Juste pour rassurer tous ceux qui en auraient besoin,